Le soir de Noël. Le 24 décembre, l'accès de la pièce centrale et surtout du salon attenant avait été strictement interdit depuis le matin aux enfants du conseiller de médecine Stahlbaum. Fritz et Marie étaient recroquevillés l'un près de l'autre dans un coin de la pièce du fond. La nuit était tombée et ils commençaient à frissonner car, selon l'usage en ce jour-là, on n'avait pas apporté de lumière. Fritz, dans un chuchotement, révélait en grand mystère à sa jeune sœur, elle venait d'avoir 7 ans, qu'il avait entendu depuis l'aube, dans les pièces condamnées, des bruissements, des tintements, des coups sourds et légers, et qu'il venait de voir un petit homme noir longer furtivement le corridor avec une grande boîte sous le bras, mais que c'était sans aucun doute leur parrain Drosselmayer. Alors Marie, battant joyeusement de ses petites mains, s'écria « Oh, je voudrais tant savoir ce que notre parrain Drosselmayer a pu nous faire de beau !» Monsieur Drosselmayer, conseiller à la cour d'appel, était loin d'être un bel homme. Il était petit et chétif, avec un visage ridé. Il portait sur l'œil droit un large bandeau noir et n'avait pas un seul cheveu, ce qui l'obligeait à mettre une belle perruque blanche, laquelle était en verre et fort habilement travaillée. Le parrain était d'ailleurs lui aussi fort habile. Il n'ignorait rien de l'art de l'horlogerie. Quand l'une des magnifiques pendules des Stahlbaum tombait malade et ne voulait plus chanter, le parrain Drosselmayer venait à la maison, enlevait sa perruque de verre, retirait sa petite redingote jaune, nouait autour de sa taille un tablier bleu et fouillait dans la pendule avec des instruments pointus. La petite Marie souffrait à ce spectacle. Cependant, il ne causait aucun dommage à la pendule. Celle-ci, tout au contraire, reprenait vie et se mettait bientôt à ronronner, à battre, à chanter, et tous en éprouvaient beaucoup de joie. À chaque visite, il avait dans sa poche quelques surprises pour les enfants. Tantôt, c'était un petit bonhomme qui tournait les yeux et faisait des compliments, ce qui était bien drôle à voir. Tantôt un petit oiseau qui sortait d'une boîte en sautillant, ou toute autre curiosité de ce genre. Mais pour Noël, il avait coutume de fabriquer quelque ingénieuse merveille qui lui coûtait beaucoup de peine et que, pour cette raison, les parents mettaient soigneusement de côté dès que les enfants l'avaient reçu. « Oh, je voudrais tant savoir ce que notre parrain Drosselmayer a pu nous faire de beau !» s'écriait donc Marie. Fritz était d'avis que ce serait cette fois, sans aucun doute, une forteresse dans laquelle de magnifiques soldats marcheraient au pas et feraient l'exercice. D'autres soldats viendraient et essaieraient de pénétrer dans la place, mais ceux qui étaient à l'intérieur tireraient vaillamment du canon et cela ferait un fameux vacarme. Marie l'interrompit. « Non, non, le parrain Drosselmayer m'a parlé d'un beau jardin avec un grand lac sur lequel glissent des cygnes magnifiques qui portent au cou des rubans dorés et chantent les mélodies les plus ravissantes. Et il y a une petite fille qui vient du jardin. Elle s'approche du lac, attire les cygnes et leur donne du massepain bien sucré. »« Les cygnes ne mangent pas de massepain, » intervint sèchement Fritz. « D'ailleurs, le parrain Drosselmayer ne peut pas fabriquer tout un jardin. Et puis, nous profitons à peine de ces jouets, on nous les enlève aussitôt. Tout compte fait, je préfère de beaucoup ce que nous offrent papa et maman. Au moins, nous pouvons le garder et en faire ce qui nous plaît. » Les enfants se mirent à faire toutes sortes de suppositions, essayant de deviner ce qu'on leur donnerait cette année-là. Marie trouvait que mademoiselle Trudchen, sa grande poupée, avait beaucoup changé. Elle était plus maladroite que jamais et tombait à tout propos sur le plancher, ce qui n'allait pas sans laisser de vilaines traces sur son visage. Quant à la propreté de ses vêtements, il ne pouvait plus en être question dans de telles conditions. Il ne servait plus à rien de gronder, même très fort. Et puis, maman avait souri quand elle s'était tellement amusée à la vue de la petite ombrelle de Gretchen. Fritz, de son côté, affirmait qu'il lui fallait absolument un bel alezan pour son écurie princière et que ses troupes manquaient totalement de cavalerie et que papa le savait bien. Ainsi,
les enfants n'ignoraient pas que leurs parents avaient acheté pour eux toutes sortes de beaux cadeaux et qu'ils les installaient en ce moment dans le salon. Pourtant, ils ne doutaient pas un seul instant que le cher petit Jésus regarda tous ces préparatifs de son doux regard d'enfant et que tout cadeau de Noël, comme effleuré par une main bénie, donna plus de joie et de bonheur qu'aucun autre. C'était d'ailleurs ce que Louise, leur sœur, rappelait aux enfants tandis qu'ils ne cessaient de parler tout bas des cadeaux qu'ils allaient recevoir. Elle ajoutait que c'était toujours le petit Jésus qui, par l'intermédiaire de leurs chers parents, offrait aux enfants ce qui pouvait leur faire le plus grand plaisir et qu'ils savaient cela bien mieux que les enfants eux-mêmes. Que ceux-ci ne devaient donc pas désirer recevoir ceci ou cela, mais attendre dans la paix de leur cœur ce qui leur était destiné. La petite Marie devint toute songeuse, mais Fritz se murmura « Je voudrais tout de même bien avoir un alezan et des hussards. » Il faisait maintenant nuit noire. Fritz et Marie, serrés l'un contre l'autre, n'osaient plus dire une parole. Ils croyaient entendre autour d'eux de légers bruissements d'ailes et distinguer au loin une ravissante musique. Une vive clarté glissa sur le mur. Les enfants comprirent que l'enfant Jésus venait de s'éloigner sur de brillants nuages pour aller faire d'autres heureux. Au même moment, on entendit un tintement argentin. Drelin, drelin. Les portes s'ouvrirent toutes grandes et une clarté si éblouissante jaillit de la grande pièce que les enfants, poussant des « oh » et des « ah », restèrent pétrifiés sur le seuil. Mais papa et maman vinrent jusqu'à la porte, prirent les enfants par la main et leur dirent « Venez, chers enfants, venez voir ce que le petit Jésus vous a apporté. » Les cadeaux. J'en appelle à toi, ami lecteur, et à toi, cher auditeur, cher Fritz ou Théodore ou Ernest, ou quel que soit ton nom, et je te demande d'évoquer le plus nettement possible la dernière table de Noël que tu aies vue, richement garnie de cadeaux magnifiques. Tu imagineras sans peine le muet ravissement des enfants qui, les yeux brillants, contemplaient ce spectacle. Au bout de quelques instants, Marie s'écria enfin avec un profond soupir. « Oh, que c'est beau, que c'est beau !» Et Fritz tenta quelques pirouettes fort réussies. En vérité, les enfants avaient dû être cette année-là particulièrement doux et sages, car jamais encore ils n'avaient reçu de cadeaux aussi magnifiques. Le grand sapin, au milieu de la pièce, était chargé de pommes de pin argentées et dorées. À toutes les branches bourgeonnaient, comme des feuilles et des fleurs, des dragées, des bonbons aux vives couleurs, toutes les friandises les plus délicieuses que l'on puisse imaginer. Mais ce qu'il y avait de plus extraordinaire dans cet arbre merveilleux, c'étaient des centaines de bougies qui brillaient comme autant de petites étoiles parmi les sombres branchages. Cette vive clarté que l'arbre projetait sur lui-même et alentour semblait inviter amicalement les enfants à cueillir ses fleurs et ses fruits. Tout ce qui était autour de l'arbre resplendissait de 1000 chatoyantes couleurs. Que de belles choses il y avait là! Ah, qui saurait les décrire? Marie aperçut de ravissantes poupées et de petits ustensiles flambant neufs. Mais le plus beau de tout était une petite robe de soie finement ornée de rubans de couleur. Elle était installée si bien en vue que la petite Marie pouvait l'examiner de tous les côtés, ce qu'elle ne manqua pas de faire en ne cessant de s'exclamer « Oh, la belle robe! Oh, la jolie, jolie petite robe! Et j'aurai le droit de la mettre, je suis sûre que j'en aurai le droit. » Cependant, Fritz avait déjà galopé 3 ou 4 fois autour de la table pour essayer le nouvel alezan qu'il y avait trouvé attaché par la bride. Quand il mit pied à terre, il affirma que c'était un animal farouche, mais que cela ne faisait rien et qu'il en viendrait bien à bout. Puis il passa en revue le nouvel escadron de hussards. Ils portaient des uniformes rouges, richement chamarrés d'or, et des armes tout en argent, et ils montaient des chevaux d'un blanc si éclatant qu'on les eût presque dit, eux aussi, de pur argent.
Ils allaient se pencher sur les livres d'images grands ouverts, dans lesquels on pouvait admirer du premier coup d'œil de belles fleurs, des gens vêtus de costumes aux riches couleurs, et même des enfants ravissants, occupés à jouer, et peints de façon si naturelle qu'on croyait les voir vivre et les entendre parler. Ils se préparaient donc à admirer ces merveilles lorsqu'ils entendirent de nouveau tinter une sonnerie. Ils savaient que c'était maintenant le parrain Drosselmayer qui allait distribuer ses cadeaux, et ils coururent vers la table dressée contre le mur. On se hâta de retirer le paravent, derrière lequel le vieux parrain s'était jusque-là tenu caché. Quelle merveille s'offrit alors au regard des enfants! Un magnifique château, avec de vraies fenêtres et des tours dorées, se dressait sur une pelouse verte, parsemée de fleurs de toutes les couleurs. On entendit un carillon. Portes et fenêtres s'ouvrirent, et l'on aperçut de minuscules et ravissants personnages qui se promenaient dans les salles. Les dames portaient des chapeaux à plumes et de longues robes à traînes. Dans la pièce centrale, qui semblait embrasée tant les lustres d'argent portaient de bougies enflammées, des enfants, vêtus de bolets roses et de petites redingotes, dansaient au son du carillon. À l'une des fenêtres apparaissait fréquemment un monsieur qui portait un manteau vert émeraude et faisait un signe de la main avant de disparaître. Et le parrain Drosselmayer en personne, mais à peine plus haut que le pouce de papa, sortait parfois sur le perron, puis rentrait aussitôt. Fritz, accoudé sur la table, admira longuement le beau château et les petits personnages qui s'y promenaient et dansaient. Puis il s'écria: « Parrain Drosselmayer, je t'en prie, laisse-moi entrer dans ton château. » Le conseiller à la cour lui fit comprendre que c'était absolument impossible. Et il avait bien raison, car c'était en vérité une idée saugrenue de la part de Fritz que de vouloir entrer dans un château qui, même avec ses tours dorées, était encore moins grand que lui. Fritz s'en convint, mais au bout d'un moment, comme les dames et les messieurs continuaient à se promener de la même manière, les enfants à danser, l'homme en manteau vert émeraude à paraître à la même fenêtre et le parrain à se montrer sur le perron, Fritz, perdant patience, cria: « Parrain Drosselmayer, sors donc pour une fois par cette autre porte. »« C'est impossible, mon petit Fritz, » répondit le conseiller. « Alors, dis donc au petit bonhomme en verre qui regarde si souvent par la fenêtre d'aller se promener avec les autres, » poursuivit-il. « Cela ne se peut pas davantage, » répondit de nouveau le conseiller à la cour. « Alors, que les enfants descendent, » cria le jeune garçon. « Je veux les voir de plus près. »« Mais voyons, tout cela est impossible, » dit le conseiller avec humeur. « Le mécanisme est ainsi fait une fois pour toutes, et on ne peut rien y changer. »« Vraiment ?» demanda Fritz en traînant sur chaque syllabe. « Rien de tout cela n'est possible. »« Eh bien, écoute, parrain Drosselmayer, si tes petits bonshommes endimanchés ne peuvent jamais faire que la même chose dans leur château, c'est qu'ils ne valent pas cher, et je ne tiens pas particulièrement à eux. Non, j'aime mieux mes hussards. Ils sont bien obligés, eux, de se mouvoir à mon gré, d'avancer, de reculer, et au moins, ils ne sont pas enfermés dans une maison. » À ces mots, il retourna d'un bond près de la table chargée de cadeaux et joua avec son escadron monté sur des chevaux d'argent, le faisant trotter, caracoler, charger et tirer autant qu'il lui plaisait. Marie, de son côté, s'était éloignée furtivement, car elle s'était, elle aussi, vite lassée des petits personnages qui allaient et venaient et dansaient dans le château. Mais comme elle était bonne et bien élevée, elle ne voulait pas le laisser voir comme l'avait fait son frère Fritz. Le conseiller à la cour, d'assez méchante humeur, dit aux parents: « Un tel chef-d'œuvre d'ingéniosité n'est pas fait pour des enfants qui n'y comprennent rien. Je vais remporter mon château. » Mais la maman, s'approchant, se fit expliquer le fonctionnement du jouet et le mécanisme fort ingénieux qui actionnait les petits personnages. Le conseiller démonta et remonta toutes les pièces. Cela lui rendit toute sa belle humeur. Il fit encore des cadeaux aux enfants de quelques jolis bonshommes et bonnes femmes vêtus de brun, dont les visages, les mains et les jambes étaient tout dorés.
Ils portaient tous le costume national de Thorn et avaient la bonne odeur douceâtre du pain d'épices, ce que Fritz et Marie trouvaient délicieux. Leur sœur Louise, sur les instances de sa mère, avait mis la belle robe qu'on lui avait offerte. Elle était ravissante, mais Marie, que l'on avait aussi prié de mettre la sienne, dit qu'elle préférait l'admirer encore un peu ainsi. On le lui accorda volontiers. Le protégé. À vrai dire, si Marie tenait tellement à ne pas s'éloigner de la table, c'était qu'elle venait d'y découvrir quelque chose qu'elle n'avait pas encore remarqué. En effet, dès que les hussards de Fritz, arrêtés court tout près de l'arbre, s'étaient remis en marche, on avait pu apercevoir un petit homme, merveilleusement exécuté, qui restait là, immobile et modeste, comme s'il attendait tranquillement son tour. On aurait assurément pu trouver beaucoup à redire à sa tournure, car, outre que son buste trop développé et assez haut n'était guère proportionné à ses petites jambes grêles, sa tête, elle aussi, semblait beaucoup trop grosse. Mais la netteté de son habillement, révélant un homme raffiné et de bon goût, réparait bien des choses. Il portait un très beau dolman de hussard, d'un violet éclatant, rehaussé de petits boutons et de cordelières blanches, un pantalon de même sorte et les plus ravissantes petites bottes qu'étudiants et même officiers aient jamais portées. Elles moulaient si bien ses délicates petites jambes qu'on les aurait crues peintes. Détail comique, en revanche, il avait jeté sur cet habillement un misérable petit manteau tout étriqué qui pendait sur son dos, aussi raide que du bois, et s'était coiffé d'un bonnet de mineur, ce qui amena Marie à penser que le parrain Drosselmayer, bien qu'il portât lui aussi un misérable manteau et une affreuse casquette, n'en était pas moins un brave homme de parrain. Mais elle fit aussi la remarque que le parrain, en admettant même qu'il prît des manières aussi distinguées que ce petit homme, ne serait jamais aussi ravissant que lui. Plus Marie considérait ce charmant personnage, qu'elle s'était mise à aimer dès le premier coup d'œil, plus elle s'apercevait que son visage respirait la bonté. Ses yeux verts clairs, un peu saillants, n'exprimaient qu'amitié et bienveillance. Il portait avec bonheur une barbe de coton blanc, soigneusement peignée, qui soulignait encore le tendre sourire de sa bouche vermeille. « Oh, cher papa !» s'écria enfin la petite fille. « À qui appartient le délicieux petit homme qui se trouve auprès de l'arbre ?»« Celui-là, ma chère petite, » répondit le père, « devra travailler pour vous tous. Il se chargera de croquer pour vous les noisettes trop dures, et il appartient aussi bien à Louise qu'à toi et à Fritz. » Le père le prit délicatement sur la table et souleva son manteau de bois, ce qui lui fit ouvrir une large bouche et montrer 2 rangées de petites dents pointues et très blanches. Marie, sur l'injonction de son père, introduisit une noisette et crac! Le petit bonhomme la mordit si bien que la coque tomba et que Marie reçut dans sa main le fruit savoureux. Ce n'était plus un secret pour personne, pas même pour Marie, que ce ravissant petit personnage appartenait à la famille de Casse-Noisette et qu'il exerçait la même profession que ses ancêtres. L'enfant poussa des cris de joie. « Puisque notre ami Casse-Noisette, dit alors son père, semble à ce point te plaire, tu seras tout particulièrement chargé de le garder et de le protéger. Mais Louise et Fritz, je le répète, auront aussi bien que toi le droit de se servir de lui. » Marie, le prenant sur son bras, lui fit aussitôt casser des noisettes. Mais elle choisissait les moins grosses, afin que le petit homme n'eût pas besoin d'ouvrir cette large bouche qui le défigurait. Louise se joignit à elle, et l'amie Casse-Noisette dut, pour elle aussi, remplir son office, ce qu'il semblait faire bien volontiers, car il ne cessait de sourire fort aimablement. Fritz, cependant, commençait à se lasser de jouer aux soldats et d'exercer ses talents d'équitation. Voyant que l'on s'amusait à faire craquer des noisettes, il rejoignit ses sœurs d'un bond et rit de tout son cœur à la vue de l'amusant petit bonhomme qui, maintenant que Fritz à son tour voulait manger des noisettes, passait de main en main, ne cessant plus d'ouvrir et de fermer la bouche.
Fritz introduisait toujours les noisettes les plus grosses et les plus dures. Et tout à coup, cric, crac, 3 petites dents tombèrent de la bouche de Casse-Noisette et sa mâchoire inférieure se mit à pendre mollement. « Ah, mon pauvre, mon cher Casse-Noisette !» s'écria Marie en l'arrachant des mains de Fritz. « Ce n'est qu'un pauvre être stupide, » dit Fritz. « Il prétend s'appeler Casse-Noisette et il n'a même pas une mâchoire convenable. Il n'a pas l'air de connaître grand-chose à son métier. Donne-le, Marie. Je veux qu'il me croque des noisettes. Dût-il y perdre ce qui lui reste dedans ou démolir tout son menton. Pour ce que vaut ce nigaud, cela n'a pas grande importance. »« Non, non, cria Marie, les larmes aux yeux. Tu n'auras pas, mon cher Casse-Noisette. Vois comme il me regarde tristement en me montrant sa petite bouche blessée. Mais toi, tu n'as pas de cœur. Tu bats tes chevaux et il t'arrive aussi de tuer des soldats. »« Il le faut bien. Tu n'y comprends rien, cria Fritz à son tour. Pour ce qui est de Casse-Noisette, il m'appartient autant qu'à toi. Donne-le-moi. » Marie se mit à pleurer tout de bon et enveloppa vivement le cher malade dans son petit mouchoir. Les parents s'approchèrent, ainsi que le parrain Drosselmayer. Celui-ci, au grand désespoir de Marie, prit le parti de Fritz. Mais le père intervint. « J'ai mis le Casse-Noisette expressément sous la protection de Marie, et comme il semble avoir justement besoin de cette protection, c'est elle qui a les pleins pouvoirs sur lui. Personne n'a le droit d'y trouver à redire. D'ailleurs, je m'étonne beaucoup que Fritz exige un travail d'un malade exempt de service. Lui qui est un bon militaire devrait savoir que l'on ne fait jamais rentrer les blessés dans les rangs. » Fritz, tout honteux, et sans plus s'occuper de Noisette ni de Casse-Noisette, se glissa vers l'autre côté de la table, où ses hussards, après avoir disposé leurs avant-postes, avaient pris leur quartier de nuit. Marie rassembla les dents éparses de Casse-Noisette. Elle avait posé autour du menton du malade un joli ruban blanc qu'elle avait détaché de sa petite robe. Puis elle avait emmailloté dans son mouchoir, avec encore plus de soin que la première fois, le pauvre petit homme qui était très pâle et semblait très effrayé. Le berçant dans ses bras comme un petit enfant, elle admira les belles images du nouveau livre qu'elle avait trouvé ce soir-là parmi les autres cadeaux. Contrairement à ses habitudes, elle se fâcha tout net quand le parrain Drosselmayer lui demanda en riant très fort comment elle faisait pour se montrer si bonne envers un petit être si affreusement laid. Elle se rappela la singulière comparaison qu'elle avait faite entre Drosselmayer et son protégé quand elle avait vu celui-ci pour la première fois. « Qui sait, cher parrain, dit-elle alors de l'air le plus sérieux, qui sait si tu pourrais jamais, en admettant même que tu soignes ta toilette autant que mon cher Casse-Noisette, et même en supposant que tu portes des petites bottes bien reluisantes et aussi jolies que les siennes, qui sait si, même alors, tu pourrais jamais avoir aussi bel air que lui. » Marie ne comprit pas pourquoi ses parents éclatèrent soudain de rire, ni pourquoi le nez du conseiller à la cour s'empourpra de la sorte, ni pourquoi son rire devint moins franc. Mais il devait y avoir à tout cela quelques raisons particulières. Prodige. Dans le salon du conseiller de médecine, immédiatement à gauche de la porte d'entrée, il y a, le long d'un grand pan de mur, une vaste armoire vitrée dans laquelle les enfants gardent les beaux cadeaux qu'ils reçoivent chaque année. Louise était encore une toute petite fille quand son père avait fait construire cette armoire par un très habile ébéniste. Celui-ci avait posé des vitres si claires et aménagé l'ensemble de manière si adroite que tout ce qu'elle contenait semblait presque plus beau encore et plus brillant que lorsqu'on le tenait entre ses mains. L'étagère supérieure, que ni Marie ni Fritz ne pouvaient atteindre, contenait toutes les merveilles que fabriquait le parrain Drosselmayer. Celle qui se trouvait immédiatement en dessous était réservée aux livres d'images. Quant aux 2 planches inférieures, Marie et Fritz avaient le droit de les garnir à leur gré. Il se trouvait que Marie utilisait toujours celle du bas comme demeure pour ses poupées, tandis que Fritz établissait dans l'autre les cantonnements de ses troupes. Il en avait été ainsi ce jour-là. Fritz avait disposé ses hussards sur l'étagère habituelle, cependant que Marie, mettant mademoiselle Trudchen un peu à l'écart, avait installé en bas
dans la chambre élégamment meublée, sa nouvelle poupée si richement vêtue, et s'était invité à déguster avec elle quelques friandises. J'ai dit que cette chambre était très élégamment meublée. Rien n'est plus exact. Je me demande même si toi, petite Marie qui m'écoute avec tant d'attention, ou si la petite Stahlbaum, car tu sais déjà qu'elle s'appelle Marie, comme toi, je me demande si vous possédez aussi, l'une comme l'autre, un petit canapé parsemé de jolies fleurs, et plusieurs ravissantes petites chaises, et la plus charmante des tables à thé, et surtout un joli petit lit, aussi net que celui dans lequel reposaient ces splendides poupées. Tout cela se trouvait dans un coin de l'armoire, tapissé en cet endroit de petites images aux vives couleurs. La nouvelle poupée qui, ainsi que Marie l'a pris le soir même, avait nom Clairette, ne pouvait manquer, tu l'imagines sans peine, de trouver une telle chambre bien confortable. La soirée était déjà fort avancée. Il était près de minuit et le parrain Drosselmayer s'était retiré depuis longtemps. Mais les enfants ne pouvaient toujours pas s'arracher à l'armoire vitrée, malgré les objurgations de leur mère, qui les priait de se décider à aller se coucher. « C'est vrai, admit enfin Fritz, ces pauvres diables, il voulait parler de ces hussards, ont aussi besoin de repos. Et tant que je serai là, il ne s'en trouvera pas un, je le sais bien, qui osera dodeliner tant soit peu de la tête. » Il partit donc, mais Marie insista encore. « Chère maman, je t'en supplie, laisse-moi rester ici un moment, rien qu'un tout petit moment. J'ai encore 2 ou 3 petites choses à faire, et je te promets qu'ensuite j'irai tout de suite au lit. » Marie était une petite fille très sage et très raisonnable. C'est pourquoi sa chère maman pouvait sans inquiétude la laisser seule avec ses jouets. Mais pour que l'enfant ne fût pas trop tentée par la nouvelle poupée ou par les autres jolis jouets de l'armoire, et qu'elle n'oubliât pas ainsi les bougies qui étaient allumées près du meuble, sa maman les éteignit toutes. Il ne resta plus que le lustre du plafond, qui répandait une douce et agréable lumière. « Ne tarde pas à rentrer dans ta chambre, ma chère petite, » dit encore la mère en s'éloignant. « Sinon tu ne pourras pas te lever à temps demain matin. » Dès que Marie se trouva seule, elle s'empressa de faire ce qui lui tenait tant à cœur, et qu'elle n'avait cependant pas osé, elle se demandait d'ailleurs pourquoi, avouer à sa maman. Elle avait, durant tout ce temps-là, gardé sur son bras le casse-noisette malade enveloppé dans son mouchoir. Elle le coucha sur la table avec 1000 précautions, défit doucement le linge et examina les blessures. Casse-noisette était très pâle, mais il avait toujours son sourire triste et affectueux, et cela fendait le cœur de Marie. « Oh, mon petit Casse-Noisette, dit-elle tout bas, ne sois pas fâché que mon frère Fritz t'ait fait si grand mal. Il n'a pas voulu être méchant. À force de mener cette rude vie de soldat, son cœur s'est un peu endurci, mais au fond c'est un bon garçon, je t'assure. Et maintenant je vais prendre bien soin de toi. Je te soignerai jusqu'à ce que tu sois complètement guéri et que tu aies retrouvé ta gaieté. Quant à replacer solidement tes petites dents et à remboîter tes épaules, c'est le parrain Drosselmayer qui s'en chargera, car il s'y entend à merveille. » Mais Marie ne put continuer à parler, car à peine eut-elle prononcé le nom de Drosselmayer que son ami Casse-Noisette fit une affreuse grimace, tandis que ses yeux verts dardaient des regards étincelants. Marie était sur le point de se laisser aller à l'épouvante, quand elle retrouva tout aussi soudainement le visage souriant et triste du brave Casse-Noisette. Et elle vit bien que c'était la lueur du lustre, avivée par un bref courant d'air, qui avait ainsi défiguré le visage de Casse-Noisette. Ne suis-je pas une stupide petite fille pour m'effrayer aussi facilement et croire cette petite poupée de bois capable de me faire des grimaces? Mais que j'aime Casse-Noisette. Il est si drôle et si bon aussi. C'est pour cela que je veux le soigner le mieux possible. » Et Marie, prenant son amie sur son bras, s'approcha de l'armoire, s'agenouilla devant elle et dit à la nouvelle poupée: « Je t'en prie, Clairette, donne ton petit lit au pauvre Casse-Noisette blessé et essaie de t'arranger avec le canapé. Songe que tu es bien portante et en pleine vigueur, sinon tu n'aurais pas ces belles joues vermeilles, et dis-toi que bien peu de poupées, même parmi les plus belles, ont des canapés aussi moelleux que le tien. »
Mademoiselle Clairette, dans ses magnifiques atouts de Noël, semblait le prendre de haut et paraissait assez contrariée. Elle ne dit mot. « Je me demande pourquoi je fais tant de manières, » dit Marie. Attirant le lit, elle y étendit Casse-Noisette avec beaucoup de douceur, banda ses épaules blessées avec un très joli ruban qu'elle portait habituellement autour de la taille et tira la couverture jusque sous son nez. « Mais il vaut mieux qu'il ne reste pas auprès de cette vilaine Clairette, » dit encore Marie. Et retirant le petit lit où reposait Casse-Noisette, elle le déposa sur l'étagère supérieure, de sorte qu'il se trouva tout à côté du beau village où cantonnaient les hussards de Fritz. Elle ferma l'armoire et se disposait à gagner la chambre lorsque, écoutez bien enfant, elle perçut soudain autour d'elle des sons légers, très légers. C'étaient des murmures, des chuchotements, des bruissements qui semblaient surgir de toutes parts, derrière le poêle, derrière les chaises, derrière les armoires. La grande horloge se mit à ronronner de plus en plus fort, mais sans pouvoir sonner. Marie, en levant les yeux, vit que la grande chouette dorée qui trônait tout en haut avait laissé retomber ses ailes, de telle sorte qu'elle recouvrait toute l'horloge et tendait en avant son affreuse tête de chat au bec recourbé. Puis le ronronnement s'accentua, se transforma en paroles intelligibles. « Horloge, loge, horloge, loge » ronronnait tout doucement. Le roi des rats à fine oreille. Pour, chantait le vieux refrain. Sonnez, sonnez, carillon, sonnez car son heure approche. Et à ce moment, boum, boum, s'égrenèrent, sourds et rauques, les 12 coups de minuit. Marie commençait à être terrifiée. Elle allait s'enfuir, épouvantée, lorsqu'elle aperçut soudain le parrain Drosselmeyer qui, perché tout en haut de l'horloge, à la place de la chouette, laissait pendre de part et d'autre, comme des ailes, les 2 pans de son habit. Mais elle se ressaisit et cria avec des larmes dans la voix. « Parrain Drosselmeyer, parrain Drosselmeyer, que fais-tu là-haut ? Descends près de moi au lieu de me faire peur, vilain parrain Drosselmeyer. » Mais alors, d'affreux ricanements, de sinistres sifflements se firent entendre de tous côtés, et l'on perçut bientôt de petits trottinements. On eût dit que des milliers de petites pattes couraient derrière les murs, et, en même temps, on apercevait dans les fentes du plancher des milliers de petites lumières. Mais à y regarder de plus près, ce n'étaient pas des petites lumières, mais des milliers de petits yeux étincelants. Marie s'aperçut alors que, dans tous les coins, des souris montraient le bout de leur nez, et bientôt, trot, trot, hop, hop, des bandes de plus en plus serrées de petites souris aux yeux brillants galopèrent en tous sens dans la pièce, puis s'alignèrent, comme Fritz avait coutume d'aligner ses soldats avant la bataille. Marie trouva cela très amusant, et, comme elle ne partageait pas l'aversion naturelle que tant d'autres enfants éprouvent à l'égard des souris, elle était bien près d'oublier sa frayeur, lorsque les sinistres sifflements reprirent soudain de plus belle et la glacèrent d'épouvante. Et savez-vous ce qu'elle vit ? Écoute-moi bien, cher Fritz. Je sais que tu as un cœur tout aussi vaillant que l'habile et courageux général Fritz Stahlbaum, mais je crois que, si tu avais vu ce qui s'offrit alors au regard de Marie, tu n'aurais fait qu'un saut jusqu'à ton lit et tu aurais tiré les couvertures sur ta tête plus haut que de raison. La pauvre Marie, hélas, ne pouvait même pas avoir recours à ce moyen, car, écoutez bien, enfant, juste devant ses pieds, du sable et de la chaux jaillirent, comme projetés par quelque force souterraine, et elle vit apparaître, au milieu de sifflements et de grincements horribles, 7 têtes de rats, surmontées de 7 couronnes, qui jetaient mille feux. Puis, le corps tout entier se hissa hors du sol. Le cou donnait naissance à 7 têtes. Dès qu'apparut cet énorme animal paré de 7 diadèmes, un triple couinement unanime s'éleva de toute l'armée,
qui, d'un seul mouvement, se mit en marche et hop, hop, trotte, trotte, se dirigea tout droit vers l'armoire, tout droit vers Marie, qui se trouvait encore près de la porte vitrée. Jusqu'à cet instant, l'angoisse et l'épouvante avaient fait battre si fort le cœur de l'enfant qu'elle s'attendait à tout instant à le sentir éclater dans sa poitrine et à mourir. Mais à cette minute, il lui sembla que son sang s'arrêtait dans ses veines. Elle chancela en arrière, à demi privée de connaissance. Et alors, cric, crac, la vitre de l'armoire qu'elle avait heurtée du coude se brisa en 1000 morceaux. Sur le moment, elle éprouva naturellement une vive douleur au bras gauche, mais en même temps, elle se sentit le cœur beaucoup plus léger. Elle n'entendit plus ni piaillement ni couinement. Tout était redevenu silencieux. Elle n'osait pas regarder, mais il lui semblait que les rats, effrayés par le cliquetis du verre cassé, avaient réintégré leur trou. Et pourtant, qu'arrivait-il encore ? D'étranges bruits s'élevaient de nouveau dans l'armoire, juste derrière elle. Des voix menues chuchotaient. « Réveillez-vous, réveillez-vous, venez au combat, cette nuit, réveillez-vous, en rang pour le combat. » À cela se mêlaient les sons gracieux et harmonieux d'un carillon. « Ah, je reconnais mon petit carillon !» s'écria joyeusement Marie en faisant un bond de côté. Elle vit alors dans l'armoire de singulières lueurs et un inquiétant remue-ménage. C'étaient plusieurs poupées qui se démenaient et battaient l'air de leurs petits bras. D'un seul coup, Casse-Noisette se redressa, rejeta loin de lui la couverture et fut d'un bond sur ses pieds. Il criait de toutes ses forces. « Stupide racaille de rat, sornette de bête !» Puis, tirant sa petite épée, il la brandit en l'air et s'écria « Chers sujets, mes amis, mes frères, voulez-vous m'assister en ce rude combat ?» Aussitôt, 3 scaramouches, un pantalon, 4 ramoneurs, 2 joueurs de cithare et un tambour crièrent avec ardeur. « Oui, maître, nous vous sommes attachés par une indestructible fidélité. Nous vous suivrons au combat et jusque dans la victoire ou dans la mort. » Et ils se risquèrent à la suite de l'ardent Casse-Noisette qui risquait un saut dangereux du haut de l'étagère. Il leur était bien facile de sauter, à eux qui, non seulement portaient de riches vêtements de drap et de soie, mais avaient aussi le corps rempli de coton et de paille hachée, ce qui leur permettait de tomber mollement comme des sacs de laine. Il n'en allait pas de même du pauvre Casse-Noisette. Il se serait à coup sûr rompu les bras et les jambes, car, pensez donc, il y avait près de 2 pieds de haut de son étagère à celle du bas, et son corps était aussi cassant que s'il avait été taillé dans du bois de tilleul. Oui, Casse-Noisette se serait certainement rompu bras et jambes si, à l'instant même où il avait sauté, Mademoiselle Clairette n'avait bondi de son canapé et reçu dans ses bras moelleux notre héros avec son épée au clair. « Ah, ma chère, ma bonne Clairette, sanglota Marie, se peut-il que je t'ai méconnue à ce point ? C'était certainement de bon gré que tu donnais ton petit lit à notre bon Casse-Noisette. » Mademoiselle Clairette, cependant, pressait tendrement le jeune héros contre son cœur de soie et disait « Vous n'allez pas, ô maître, aller au combat et au danger, malade et blessé comme vous voilà. Voyez avec quelle ardeur belliqueuse et quelle confiance en la victoire vos vaillants sujets se rassemblent. Scaramouches, pantalons, ramoneurs, citharistes et tambours sont déjà sur le plancher et, sur mon étagère, les figurines à devises commencent à s'agiter sérieusement. Daignez, ô Seigneur, reposer dans mes bras ou contempler votre victoire du haut de mon chapeau à plumes. » Ainsi parla Clairette. Mais Casse-Noisette se montrait récalcitrant et se débattait si bien de ses petites jambes que Clairette dut promptement le déposer sur le sol. Mais aussitôt, il mit fort courtoisement un genou en terre et murmura « Noble dame, au cœur du combat et de la mêlée, je penserai sans cesse à la grâce et à la bonté que vous m'avez témoignées. » Alors Clairette se pencha si bas qu'elle put le prendre par son petit bras. Elle le releva doucement, détacha rapidement sa ceinture ornée de 1000 paillettes et se disposait à emparer le petit homme. Mais celui-ci, reculant de 2 pas, mit la main sur son cœur et dit d'un ton très solennel « Je vous en prie,
Ô dame, ne gaspillez pas ainsi pour moi vos faveurs, car... » Il s'arrêta, poussa un profond soupir, arracha vivement de ses épaules le petit ruban avec lequel Marie l'avait pansé, le pressa sur ses lèvres, le ceignit à la manière d'une écharpe, et, brandissant vaillamment sa petite épée dégainée, sauta avec la vive légèreté d'un petit oiseau par-dessus la plinthe de l'armoire et se retrouva sur le plancher. Vous remarquerez, chers amis qui m'écoutaient, que Casse-Noisette, bien avant d'être réellement vivant, avait déjà eu une conscience très nette de l'amour et de la bonté que Marie lui avait témoignée, et que s'il avait refusé de porter le ruban de mademoiselle Clairette, qui pourtant était si jolie et brillait de mille feux, c'était uniquement parce qu'il s'était pris d'affection pour Marie. Et le bon et fidèle Casse-Noisette préférait se parer du simple petit ruban de l'enfant. Et maintenant, que va-t-il se passer? Dès que Casse-Noisette a sauté sur le plancher, les couinements et les sifflements reprennent. Ciel! Les bandes funestes des rats et des souris innombrables sont alignés sous la grande table, et au milieu, les dominant tous, le rat immonde aux 7 têtes. Que va-t-il se passer? Le combat. Tambour, fidèle sujet, battez la générale, cria Casse-Noisette. Et aussitôt, le tambour se mit à battre son instrument avec une telle virtuosité que les vitres de l'armoire tremblèrent et vibrèrent. Puis on entendit des claquements et des craquements à l'intérieur du meuble, et Marie vit se soulever, comme sous l'effet d'une pression, les couvercles de toutes les boîtes dans lesquelles cantonnait l'armée de Fritz. Les soldats en sortirent et sautèrent sur l'étagère inférieure où ils se rangèrent en files impeccables. Casse-Noisette inspecta les rangs, dispensant à ses troupes des paroles enthousiastes. « Que ces maudites trompettes restent à leur place !» cria-t-il avec colère. Puis, se tournant vivement vers Pantalon, qui, un peu pâle, dodelinait de son long menton, il lui dit d'un ton solennel. « Général, je connais votre courage et votre expérience. Il s'agit cette fois de juger rapidement la situation et de ne pas laisser passer le moment favorable. Je vous confie le commandement de toute la cavalerie et de toute l'artillerie. Vous n'avez pas besoin de cheval, car vos jambes sont assez longues et galopent assez vite. Et maintenant, faites votre devoir. » Aussitôt, Pantalon porta ses longs doigts maigres à sa bouche et émit un son strident. On eût dit des centaines de petites trompettes retentissant joyeusement. Il y eut alors dans l'armoire des hennissements et des piaffements. Les cuirassiers et les dragons de Fritz, et surtout les nouveaux hussards, tout flambant neufs, en sortirent en bon ordre et se formèrent ensuite sur le plancher. Puis, tous les régiments, bannières au vent et fanfares en tête, défilèrent devant Casse-Noisette et se déployèrent ainsi sur le plancher. Enfin, les canons de Fritz vinrent à grand fracas se placer devant eux, entourés des canonniers, et aussitôt, poum, poum. Marie vit les petits pois de sucre fondre sur les rangs serrés des rats, tout honteux de se voir ainsi blanchis par la poudre. Mais c'était surtout une lourde batterie, installée sur le tabouret de maman, qui, boum, 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 tirait sans relâche sur les rats de petites boules de pain d'épices qui les abattaient. Cependant, les rats gagnaient du terrain. Ils coururent même à l'assaut de quelques canons, mais la fumée et la poussière empêchèrent Marie de voir ce qui se passait. Il était évident que les deux corps d'armée se battaient âprement. Pendant longtemps, la victoire balança entre eux. Les rats déployèrent des forces de plus en plus nombreuses, et les petites pilules argentées qu'ils projetaient avec beaucoup d'adresse atteignaient déjà l'armoire vitrée. Clairette et Trudchen, en proie au désespoir, couraient en tous sens en se tordant les mains. « Hélas, dois-je mourir en pleine jeunesse, moi la plus belle des poupées !» s'écriait Clairette. « Hélas, ne me suis-je si bien conservée que pour périr ici entre mes 4 murs ?» s'écriait Trudchen. Puis elles se jetèrent au cou l'une de l'autre et se lamentèrent si fort qu'on les entendait en dépit de ce bruit infernal. Car vous pourriez difficilement vous faire une idée, chers petits auditeurs,
du tumulte qui régnait désormais dans la pièce. Le fracas des projectiles se mêlait au piaulement et au couinement des rats et de leur roi. Dans les instants de répit, on entendait de nouveau s'élever la voix puissante de Casse-Noisette, donnant des ordres utiles, et on le voyait passer devant les bataillons de première ligne. Pantalon avait exécuté quelques brillantes charges de cavalerie et s'était couvert de gloire. Mais les hussards de Fritz reçurent de l'artillerie des rats une affreuse décharge de boules puantes qui firent sur leur pourpoint rouge de très vilaines taches, après quoi ils préférèrent ne pas se mettre en avant. Pantalon les fit se replier sur la gauche, et, dans le feu du commandement, il opéra le même mouvement, ainsi que ses dragons et ses cuirassiers, de sorte que tous se replièrent vers la gauche et rentrèrent chez eux. Cette manœuvre découvrit la batterie installée sur le tabouret. Aussitôt, une troupe compacte d'affreux rats accourut et monta si brutalement à l'assaut que le tabouret avec tous ses canons et tous ses canonniers tomba. Casse-Noisette, consterné, ordonna à l'aile droite d'opérer un mouvement de retraite. Or, tu n'ignores pas, mon cher Fritz, toi qui as une grande expérience des choses militaires, qu'opérer un tel mouvement équivaut à peu près à s'enfuir. Et je suis sûr que tu déplores déjà avec moi le malheur qui va s'abattre sur l'armée du Casse-Noisette que Marie aime tant. Mais détourne tes yeux de ce triste spectacle et observe l'aile gauche de son armée. Là, tout est encore en bon ordre, tous les espoirs sont permis. Au plus chaud de la mêlée, des troupes de cavalerie de l'armée des rats avaient débouché sans bruit de la commode et, poussant d'affreux piaillements sonores, s'étaient jetés avec fureur sur l'aile gauche de l'armée de Casse-Noisette. Mais à quelle résistance ils se heurtèrent! Lentement, en raison des difficultés que créaient les accidents du terrain, il s'agissait entre autres de franchir la plainte de l'armoire, les figurines à devises avançaient, conduites par 2 empereurs chinois. Ils se formèrent en carré plein. Ces vaillantes troupes, composées de personnages de toutes sortes, de nombreux jardiniers, tyroliens, tongousses, coiffeurs, arlequins, cupidons, lions, tigres, singes et guenons, combattirent avec sang-froid, courage et ténacité. Ce bataillon d'élite, avec une bravoure spartiate, aurait arraché la victoire à l'ennemi si un audacieux capitaine de la cavalerie des rats, poussant en avant avec une folle témérité, n'avait, d'un coup de dent, arraché la tête de l'un des empereurs chinois, et si celui-ci n'avait entraîné dans sa chute 2 tongousses et une guenon. Les rangs se trouvant éclaircis, l'ennemi y pénétra, et le bataillon tout entier ne tarda pas à succomber aux morsures des rats. Mais l'ennemi ne retirait de ce méfait qu'un médiocre avantage. À peine un cavalier de l'armée des rats avait-il en effet, dans son ardeur meurtrière, sectionné de ses dents l'un de ses braves adversaires, que s'introduisait dans son gosier un petit papier imprimé qui provoquait immédiatement sa mort. Mais de quel secours cela pouvait-il être pour l'armée de Casse-Noisette, qui, ayant commencé à battre en retraite, reculait de plus en plus et essuyait des pertes de plus en plus graves, au point que le pauvre Casse-Noisette, quand il se retrouva devant l'armoire, n'avait plus avec lui qu'un petit détachement. « Faites sonner la réserve, Pantalon, Scaramouche, tambour, où êtes-vous » ainsi criait Casse-Noisette, espérant que de nouvelles troupes sortiraient de l'armoire. Et effectivement, quelques habitants de Torne, hommes et femmes, vêtus de brun avec des visages, des coiffures et des casques dorés, s'avancèrent. Mais ils combattaient si maladroitement qu'ils ne touchaient aucun des ennemis, et que, pour un peu, ils auraient arraché le chapeau de leur propre général, de leur cher Casse-Noisette. D'ailleurs, les chasseurs ennemis ne tardèrent pas à leur mordre les jambes, ce qui les fit trébucher et même assommer en tombant quelques compagnons d'armes de Casse-Noisette. Celui-ci, serré de près par ses ennemis, était en proie à une frayeur extrême. Il aurait voulu sauter par-dessus la plinthe de l'armoire, mais ses jambes étaient trop courtes. Clairette et Trudchen, évanouis, ne pouvaient lui porter secours. Des hussards, des dragons, sautaient joyeusement tout près de lui et rentraient dans l'armoire. Alors il s'écria, au comble du désespoir, « Un cheval! Un cheval! Tout mon royaume pour un cheval !» À ce moment précis, 2 tirailleurs ennemis le saisirent par son manteau de bois
et le roi des rats, clamant à 7 gosiers son triomphe, s'élança sur lui. Marie, ne se possédant plus, sanglotant et criant « Casse-Noisette, mon cher Casse-Noisette !» saisit sans trop savoir ce qu'elle faisait sa chaussure gauche et la jeta de toutes ses forces au milieu des rats, juste sur leur roi. Alors, tout sembla s'évanouir et se dissiper. Mais Marie ressentit au bras gauche une douleur encore plus cuisante qu'auparavant. Elle s'effondra sur le sol, privée de connaissance. La maladie. Quand Marie s'éveilla, elle crut sortir d'un sommeil de mort. Elle était couchée dans son petit lit. Un clair soleil, scintillant à travers les vitres couvertes de givre, pénétrait dans la pièce. À côté d'elle était assis un étranger. Elle reconnut aussitôt en lui le chirurgien Wendelstern. Il dit tout bas « La voici réveillée ». Alors la maman s'approcha et observa l'enfant d'un regard anxieux. « Oh, chère maman, chuchota Marie, tous ces vilains rats sont-ils enfin partis? Et le bon Casse-Noisette est-il sauvé ?» « Ne dis donc pas de bêtises, lui répondit sa mère. Quel rapport les rats peuvent-ils avoir avec le Casse-Noisette? Mais tu es une vilaine fille de nous avoir fait une telle peur et causé tant de soucis. Voilà ce qui arrive aux enfants entêtés qui n'écoutent pas leurs parents. Tu as joué hier avec tes poupées jusqu'à une heure avancée de la nuit. Le sommeil t'a prise, et peut-être l'apparition de quelques souris, bien qu'il n'y en ait jamais eu dans la maison, t'a-t-elle effrayée, car tu as heurté du bras une vitre de l'armoire, et tu t'es coupé si profondément que, de l'avis du docteur Wendelstern qui vient de retirer les petits éclats de verre restés dans ta blessure, tu aurais pu, si une artère avait été tranchée, garder le bras raide ou perdre tout ton sang. Dieu merci, je me suis réveillée à minuit. Ne te voyant pas dans la chambre à une heure si tardive, je me suis levée et suis allée dans le salon où je t'ai trouvée par terre, évanouie près de l'armoire et perdant ton sang en abondance. Pour un peu, je me serais évanouie moi aussi de frayeur. Tu étais donc étendue à terre, et tout autour de toi étaient éparpillés en grand nombre les soldats de plomb de Fritz, d'autres poupées, de petits bonshommes en pain d'épices. Quant à Casse-Noisette, tu le tenais étroitement serré de ton bras ensanglanté, et non loin de toi gisait ta chaussure gauche. « Ah, voyez-vous, petite maman !» s'écria Marie. « C'étaient là les traces de la grande bataille que se sont livrées les poupées et les rats. Et ce qui m'avait le plus terrifié était de voir que les rats allaient faire prisonnier le pauvre Casse-Noisette qui commandait l'armée des poupées. C'est alors que j'ai jeté ma chaussure parmi eux. Après, je ne sais plus rien. » Le chirurgien fit un signe des yeux à la maman. Celle-ci dit à Marie avec beaucoup de douceur. « Ne t'inquiète pas, ma petite chérie. Calme-toi. Tous les rats sont partis. Et Casse-Noisette, sain et sauf, a repris tout guilleret sa place dans l'armoire. » À ce moment, le conseiller de médecine entra dans la chambre et parla longuement avec le chirurgien. Puis il tâta le pouls de Marie et elle entendit bien qu'il était question de fièvre traumatique. Elle dut garder le lit et prendre des médicaments, et cela pendant plusieurs jours. Quoique, n'eût été au bras une légère douleur, elle ne se sentit ni malade ni incommodée. Elle savait que Casse-Noisette était sorti vivant de la bataille, et il lui semblait parfois l'entendre, comme dans un rêve, lui dire d'une voix très distincte, mais aussi très triste. « Marie, madame très chère, je vous dois beaucoup, mais vous pouvez faire encore bien plus pour moi. » Marie réfléchissait, se demandant vainement ce qu'il avait pu vouloir dire, mais elle ne trouvait rien. Avec son bras blessé, Marie ne pouvait jouer qu'avec difficulté, et quand elle voulait lire ou feuilleter un livre d'images, elle avait d'étranges petites lueurs devant les yeux et devait y renoncer. Il était donc bien naturel que le temps lui semblât si long. Elle attendait avec impatience le soir, car sa mère s'asseyait alors près de son lit et lui lisait ou lui racontait beaucoup de belles histoires. Ce soir-là, elle venait de terminer le merveilleux récit du prince Facardin lorsque la porte s'ouvrit, livrant passage au parrain Drosselmayer.
« Je viens me rendre compte par moi-même, dit-il, de la santé de la petite blessée. » Dès que Marie aperçut la redingote jaune du parrain Drosselmayer, le souvenir de la nuit où Casse-Noisette avait perdu la bataille contre les rats lui revint à la mémoire, avec une telle acuité qu'elle cria au conseiller à la cour. « Oh, parrain Drosselmayer, comme tu étais vilain! Je t'ai bien vu assis au sommet de l'horloge et la recouvrant de tes ailes pour l'empêcher de sonner fort et de faire peur aux rats. Et je t'ai bien entendu parler au roi des rats. Pourquoi n'es-tu pas venu au secours de Casse-Noisette? Pourquoi n'es-tu pas venu à mon secours, méchant parrain Drosselmayer? Tu sais bien que si je dois rester dans mon lit, blessée et malade, c'est à toi seul qu'en revient la faute. » La maman, tout effrayée, demanda « Qu'as-tu donc, petite Marie ?» Mais le parrain Drosselmayer, avec d'étranges grimaces, dit d'une voix monotone et nasillarde. Le balancier devait battre, mais il ne le voulait pas. Or tous les balanciers doivent battre, battre, doucement, et les cloches sonnaient fort. Ô fillette, n'aie pas peur, souvent cloches ont sonné pour chasser le roi des rats. Et la chouette vole, vole. Battez, battez, balancier. Tic, tac, tac, tic. Marie regardait le parrain Drosselmayer de ses grands yeux, car il semblait tout autre que d'habitude, et bien plus laid encore. Et son bras droit battait comme celui d'une marionnette dont on tire les ficelles. Elle aurait eu une peur terrible du parrain si sa maman n'avait pas été là, et si Fritz, qui s'était faufilé sans bruit dans la chambre, ne l'avait finalement interrompu d'un grand éclat de rire. « Hé hé, parrain Drosselmayer !» s'écria-t-il. « Te voilà de nouveau vraiment trop drôle. Tu te démènes tout à fait, comme mon polichinelle, celui que j'ai depuis longtemps jeté derrière le poêle. » Mais la maman restait grave. « Cher conseiller, dit-elle, voilà en vérité d'étranges plaisanteries. Où voulez-vous donc en venir ?» « Grand Dieu, répondit en riant le parrain, avez-vous oublié ma belle petite ritournelle d'horloger? Pourtant je la chante toujours aux petits malades, comme Marie. » Puis il s'assit d'un brusque mouvement tout près du petit lit et dit « Ne sois pas fâché si je n'ai pas en tout premier lieu arraché les 14 yeux du roi des rats. Ce n'était pas possible, mais en revanche, je vais te faire une bonne surprise. » Le conseiller à la cour mit alors la main à sa poche et il en retira doucement, tout doucement, Casse-Noisette. Il lui avait fort habilement replacé les dents qu'il avait perdues et avait remis son menton inerte. Marie poussa un cri de joie et sa mère lui dit en souriant « Tu vois bien que parrain Drosselmayer n'a pour ton cher Casse-Noisette que de bons sentiments. »« Mais tu avoueras, interrompit le conseiller à la cour, que Casse-Noisette n'est pas des plus gracieux et que son visage n'a rien de particulièrement beau. Quant aux raisons pour lesquelles pareille laideur fut départie à sa famille et transmise de génération en génération, je veux bien te les raconter si tu veux les savoir, à moins que tu ne connaisses déjà l'histoire de la princesse Pirlipate, de la sorcière Ratirinque et de l'industrieuse horloger. »« Dis-moi, parrain Drosselmayer, intervint inopinément Fritz, puisque tu as si bien replacé les dents de Casse-Noisette et que sa mâchoire n'est plus aussi branlante, pourquoi n'a-t-il pas d'épée? Pourquoi ne lui as-tu pas redonné une épée? »« Bah !» répliqua le conseiller avec humeur. « Il faut toujours que tu trouves à redire et à ronchonner, mon garçon. Que m'importe l'épée de Casse-Noisette? J'ai soigné son corps. À lui maintenant de se procurer une épée si bon lui semble. »« Tu as raison, s'écria Fritz. Si c'est un type comme il faut, il saura bien trouver des armes. »« Eh bien, Marie, reprit le conseiller, dis-moi si tu connais l'histoire de la princesse Pirlipate. »« Oh non, répondit Marie. Raconte-la, cher parrain Drosselmayer, raconte-la. »« J'espère, dit la conseillère, que votre histoire ne sera pas aussi effrayante que celle que vous racontez d'habitude. »« Nullement, chère madame, répondit Drosselmayer. Bien au contraire, ce que je vais avoir l'honneur de vous raconter est fort amusant. »« Raconte, raconte, cher parrain, criaient les enfants. Et le conseiller à la cour commença en ces termes.